Ajaccio, Corse, février 2000, dans une école maternelle près d'Ajaccio pendant le cours d'histoire. L'enseignante Claire Dubois vit un moment étrange. Le petit Louis, 4 ans, regarde un portrait de Napoléon Bonaparte et se lève soudainement. Ses yeux ne reflètent pas seulement son imagination, on dirait qu'il contemple son propre passé. C'est moi, dit Louis, sa voix étonnamment profonde et autoritaire pour son âge. Mon cheval, Marengo, avait une tache blanche sur le front. J'ai combattu avec lui en Italie et en Autriche. Claire sourit d'abord, pensant que c'est l'imagination débordante d'un enfant. Mais Louis continue, cette peinture doit dater d'un 796. J'y étais en campagne dans le nord de l'Italie. Au pont de Lodi, il faisait très chaud et mes soldats ont combattu avec courage. Claire retient son souffle. Des détails historiques et militaires aussi précis dépassent largement les capacités d'un enfant de 4 ans. Après le cours, les parents de Louis, Marie et Jacques Lefebvre arrivent rapidement à l'école. Le comportement de leur fils ne se limite pas à quelques mots savants, il exige qu'on ait l'appel général quand il joue, place ses mains sur ses hanches avec autorité et utilise un français ancien, brigade, canon, fortification. Comment est-ce possible? Murmure Marie, tremblante. Nous ne parlons jamais ainsi à la maison. D'où sort-il tout ça? Jacques révèle quelque chose de plus inquiétant. La semaine dernière, il a dessiné une carte. Il a dit que c'était le plan de mon quartier général. Les rues, les bâtiments, les directions impossibles pour un enfant de 4 ans. Claire examine le dessin et réalise que ce n'est pas un simple gribouillage. La carte est brute, mais précise avec des mesures, des orientations et des annotations tremblantes mais lisibles, dépôts, arsenaux. Salle de stratégie, je connais quelqu'un qui peut évaluer cela correctement, dit Claire. Pour résoudre ce mystère, vous devez consulter un académicien spécialiste de l'histoire et des phénomènes de conscience. Le Dr Henri Moreau, historien expert de Napoléon et des phénomènes de conscience, est alors contacté. Au début, il se montre sceptique, mais en entendant Louis utiliser ce français ancien et ses détails historiques précis, son intérêt est éveillé. Le samedi suivant, la famille Lefebvre se rend au bureau de Dr Moreau à Paris. Louis feuillette des livres historiques et s'arrête devant un portrait de Napoléon entouré de ses généraux. C'est le général Jean Lannes, dit Louis d'une voix calme et ferme. Il était mon bras droit en Italie, à Arcole. Il a combattu avec courage. Je l'ai protégé et suis resté à ses côtés quand il a été blessé. Dr Moreau vérifie rapidement. En effet, Jean Lannes fut l'un des généraux les plus fiables de Napoléon jusqu'en 1807. Les détails que Louis mentionne sont rarement cités dans les livres, mais sont vérifiables par les historiens. Et toi, où étais-tu pendant cette bataille? Demande le Dr Moreau. Louis prend une profonde inspiration. Je n'étais pas sur les premières lignes. J'étais en position cachée entre l'infanterie et l'artillerie, coordonnant les ordres. À Marengo, à Lodi, j'étais avec eux, mais jamais sous les projecteurs. Après cette rencontre à Paris, Dr Henri Moreau comprend que chaque détail mentionné par Louis pourrait être historiquement exact. Mais le vrai test viendra lorsque Louis se souviendra des années d'exil de Napoléon. C'est Hélène. Louis, connais-tu la fin de la vie de Napoléon? Demande Moreau. Louis plisse les yeux et répond sans hésiter, oh oui, l'homme ou 12. Depuis un 8 à 5, ce n'était pas comme chez nous. Le vent soufflait sans cesse. Le temps était humide et froid. Je me souviens des arbres du jardin. Chacun était un test de ma détermination et de ma patience. Le Dr Moreau prend des notes avec stupeur. L'homme ou 12. La résidence d'exil de Napoléon à Sainte-Hélène est bien le lieu où il a réellement vécu. Louis décrit les pièces, les couloirs, l'emplacement exact des fenêtres avec une précision troublante. Il se souvient même de la fenêtre, qui avait été murée et du couloir constamment traversé par le vent. Le Lommwood que décrit Louis correspond point par point aux archives historiques. Dr Moreau arrive à une conclusion inquiétante. Ces informations ne peuvent en aucun cas provenir de l'imagination d'un enfant moderne. Et quel était l'endroit où Napoléon passait le plus de temps? Demande Moreau. Mon bureau, répond Louis. Il y avait des cartes sur la table. Chaque jour, j'observais l'Europe. Certaines cartes étaient secrètes. Mes notes militaires, les plans que j'écrivais de ma main, étaient conservés dans de petites boîtes ici, avant même de voir les lieux. Dr Moreau dessine le plan de l'homme ou 12 en se basant uniquement sur les descriptions de Louis. Lorsqu'ils se rendent ensuite sur place, chaque pièce, chaque fenêtre, chaque mur correspond exactement. Les souvenirs de Louis coïncident de manière troublante avec la vie réelle de Napoléon. Sainte-Hélène, puis Dr Moreau pose la question la plus cruciale, alors comment Napoléon est-il mort? Le visage de Louis se durcit. Ne me comprenez pas mal. L'histoire officielle parle d'un cancer de l'estomac. Mais moi je ne suis pas vraiment mort là-bas. J'ai dû montrer ma mort. J'avais besoin que le monde croie que tout était fini. Mais à Lommwood, je continuais à vivre.
à préparer mes plans et mes documents en secret. Louis désigne un emplacement invisible. Certains documents, mon écriture, des cartes, tout a été caché en lieu sûr. Ceux qui me croyaient mort ne les ont jamais trouvés. En 1821, j'ai mis en scène une mort fictive. La voix du Dr Moreau tremble lorsqu'il demande « Et après ?» Cette fausse mort, qu'as-tu fait? J'ai continué à vivre sur des îles de l'Atlantique Sud, dans un petit village insulaire, sous un autre nom. Personne ne m'a reconnu. J'ai vécu encore 30 ans. Une vie calme, paisible. Dans les années 1840, j'y ai senti la vieillesse arriver et j'y ai commencé à laisser derrière moi des lettres et des documents pour raconter ma véritable histoire. Les documents décrits par Louis ont été déplacés depuis Sainte-Hélène, cachés pendant de longues années et préservés pour être révélés au bon moment. Guidé par Louis, Dr Moreau entame un travail approfondi d'archives et de cartographie pour localiser leur emplacement. Louis conduit alors Dr Moreau vers une petite île de l'Atlantique Sud, une île rarement visitée par les historiens, discrète, presque oubliée, mais chargée d'un mystère profond. Sur une île déserte de l'Atlantique Sud, le vent fait osciller les pierres, et les vagues murmurent au loin. Louis se tient devant l'entrée d'une grotte cachée, accompagné du Dr Henri Moreau et d'une petite équipe. Dans l'obscurité, le froid et le silence, les secrets des années passées attendent dans l'ombre. C'est ici, dit Louis. La voix tremblante mais ferme. C'est l'endroit que j'ai protégé pendant des années. Les documents que personne n'aurait jamais pensé trouver sont ici. Dr Moreau regarde avec étonnement et curiosité. Lorsqu'ils entrent, d'anciennes caisses et coffres dissimulés entre les murs poussiéreux apparaissent. Chaque coffre, indiqué par Louis, semble être une capsule temporelle. C'est incroyable, murmure Moreau. Toutes ces cartes, ces documents, ces notes écrites de la main de Napoléon. Louis ouvre l'un des coffres. À l'intérieur se trouvent des documents secrets, des cartes et des carnets tenus depuis son exil à Sainte-Hélène. Chaque page révèle des aspects méconnus de l'histoire, stratégie, correspondances diplomatiques et plans qui ont façonné l'avenir de l'Europe. Ce ne sont pas seulement des plans de guerre, dit Louis. C'est un héritage pour le peuple, pour la France, pour le monde. J'ai tout consigné parce qu'un jour, je devais mourir. Mais j'ai continué à vivre une vie que personne ne connaissait. Dr Moreau tremble. Louis, ces documents montrent que Napoléon a survécu après 1821 et a continué à influencer la France secrètement. Cela bouleverse tous les livres d'histoire. Louis tend la main vers le coffre le plus profond. Et voici mon dernier trésor, murmure-t-il, sa voix résonnant dans la grotte. Lorsqu'il ouvre le coffre, des pièces d'or, des documents scellés et des carnets écrits de sa main apparaissent. Les archives et notes codées n'avait jamais été montré à quiconque. Ce n'est pas seulement une richesse, dit Louis. C'était une mission, le bien-être du peuple, de nouvelles écoles, le développement des villages, la science et l'éducation. J'ai sécurisé tout cela avec ma fausse mort, mais le moment est venu. Les yeux de Dr Moreau se remplissent de larmes alors qu'il regarde Louis. Comment allons-nous transporter ce trésor en France? Et comment changerons-nous le monde avec ces documents? Louis fait une pause. Je ne suis plus Louis, mais la vision de Napoléon ne s'arrête pas ici. Ces documents seront révélés aux bonnes mains, au bon moment. Je les ouvre maintenant. L'histoire verra enfin la vérité. Et ce n'est que le début. Dehors, le vent hurle et les vagues roulent, témoin silencieux de l'histoire. Louis, en paix avec son passé, se tourne vers son équipe. Préparez-vous, ce n'est que le commencement. L'histoire a encore des secrets à nous révéler. Paris, février 2025. Louis pénètre dans un bureau de recherche secret sur la place Charles de Gaulle. Une petite valise contenant les documents rapportés de Sainte-Hélène. C'est une section spéciale des archives nationales françaises, accessible uniquement aux historiens et chercheurs sélectionnés. Dr Moreau se tient à ses côtés, le regard mêlant curiosité et appréhension. Louis, es-tu sûr? Si cela fuit, l'histoire sera réécrite, murmure Moreau. Louis secoue la tête. Oui, le moment est venu. L'histoire mérite la vérité. La fausse mort de Napoléon, ses stratégies inconnues, ses trésors cachés, tout doit être révélé. Les chercheurs étalent cartes et documents sur une grande table. Louis raconte, un par un, sa fuite secrète de Sainte-Hélène après 1821, sa vie sous différentes identités en Europe, et son retour en France pour soutenir des projets post-révolutionnaires. Les documents révèlent non seulement le génie militaire de Napoléon, mais aussi sa vision sociale, le droit des paysans, projets éducatifs, investissements dans les infrastructures. C'est incroyable, dit un historien, la voix tremblante. Ce ne sont pas seulement des stratégies militaires de Napoléon, mais aussi ses projets sociaux secrets. Rien de tout cela n'existe dans aucun registre. Louis sort son carnet le plus important, reliure scellé, brouillé mais solide. Ceci est mon journal personnel. Il contient tous les détails de ma vie. La nuit de ma fuite de Sainte-Hélène, comment j'ai planifié mes projets secrets,
avec qui j'ai communiqué tout est ici. DR Moreau ouvre le carnet et lit la première page. Date 18 juillet 1822, sous ma nouvelle identité. Je travaillerai pour le bien du peuple à un Napoléon au-delà du pouvoir et de la guerre. Personne ne saura, mais l'histoire en bénéficiera. Parmi les documents, un petit sac en cuir attire l'attention. Louis l'ouvre et découvre de l'or et des documents. Scellés, c'est le trésor et les ressources secrètes que Napoléon avait accumulées en fuyant Sainte-Hélène. Ce n'est pas seulement une valeur matérielle, dit Louis, les yeux brillants. C'est la garantie de projets historiques et d'œuvres pour le peuple. Je vais désormais les révéler entre de bonnes mains. Après une semaine de travail, les documents sont scannés, protégés numériquement et vérifiés par les historiens. Les académies historiques de Paris et la presse internationale font les gros titres. L'identité de Louis reste secrète. Seule son équipe et le DR Moreau la connaissent. Les journaux titrent « Napoléon n'est pas mort ». En 1820 état, des documents secrets révèlent la vérité. De Sainte-Hélène à la France, l'histoire se réécrit. Historiens et universitaires entre scepticisme et fascination examinent l'authenticité des documents avant de remettre les documents au musée. Louis effectue un dernier geste. Dans un ancien quartier de Paris, dont une bibliothèque ancienne, il ouvre un coffre secret. À l'intérieur, les correspondances personnelles de Napoléon et de petites cartes apparaissent et montrent des projets visant à améliorer la qualité de vie du peuple dans la France post-révolutionnaire. Tout est prêt maintenant, dit Louis. L'histoire verra que le passé ne se limite pas à la guerre et au pouvoir. L'héritage de Napoléon continue au service du peuple, au coucher du soleil. Dans les anciennes rues pavées de Paris, Louis et son équipe s'éloignent silencieusement de l'extérieur. Ils ressemblent à de simples chercheurs. Mais les documents qu'ils portent ont le pouvoir de changer l'histoire du monde. Et cette nuit-là, dans les yeux de Louis, il y a une lumière, le poids du passé s'est allégé. Et le véritable héritage de Napoléon a rencontré l'histoire.